Donc, ce qu'on avait prévu aujourd'hui, c'est une rapide présentation de la société, puis bien sûr aborder très très rapidement le sujet avec quelques éléments. Alors, c'est un sujet qui est assez vaste, hein, du coup, faire fructifier les données stratégiques de l'entreprise. Donc, en fonction du niveau de connaissance des personnes, voilà, on n'a pas voulu rentrer dans une présentation trop technique, donc on va essayer de faire une présentation des concepts, quelques présentations génériques d'outils, et puis surtout d'échanger autour d'exemples, de retours d'expérience qui, j'espère, généreront des questions. L'important, je pense, aujourd'hui, c'est que, voilà, que tout le monde ait bien pris conscience et puisse toucher du doigt l'importance de ces données et de la capacité à en tirer parti, à créer de la valeur autour de ces données pour l'entreprise. Donc, écoutez, je vais démarrer rapidement la présentation. Donc, Atoll Conseil Développement, aujourd'hui, on est une ESN. Donc, notre vocation aujourd'hui, on parle beaucoup de transformation digitale, mais c'est surtout en fait de créer de la valeur, hein. Aujourd'hui, quand on fait un projet pour nos clients, ça doit être générateur de valeur pour lui. Ça peut être un développement métier, ça peut être un projet de jet, ça peut être un projet orienté data, mais l'important, c'est que quelque part, on crée de la valeur chez nos clients. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Aujourd'hui, nos clients ont des problématiques. Nous, on doit leur ouvrir le champ des possibles. Ils ne savent pas forcément de ce qui est possible. L'éventail des possibles n'est pas toujours perceptible pour eux. Nous, on doit leur ouvrir le champ des possibles et créer de la valeur pour nos clients. Donc, l'entreprise, c'est un centre de service. Donc, on s'est monté sur cette logique-là, un centre de service en région, avec des valeurs fortes, des équipes autonomes, avec centre de service en région. Mais pour être présent sur un marché national, il fallait développer des expertises. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'expertise, l'excellence technique, l'implication métier, beaucoup de projets très, très métiers. Et puis, un ancrage, un modèle social voilà, assez fort pour justement capitaliser sur les retours d'expérience, sur nos collaborateurs et sur la fidélisation de nos collaborateurs. Donc, pardon. Aujourd'hui, donc, on intervient sur un champ d'action assez large, hein, du développement métier avec des fortes expertises, notamment sur des systèmes d'information géographique open source. On travaille aussi sur des logiques de plateforme objets connectés. Et puis, beaucoup de développement métier, web ou mobile, un pôle des maths, donc tout ce qui va être capture, jet, processus documentaire, robotisation, et puis un pôle décisionnel dont on parlera forcément aujourd'hui, puisque c'est une des thématiques fortes. Même si on verra qu'on a essayé d'orienter en fait valorisation de la donnée sur l'ensemble des process. Il n'y a pas que du décisionnel, il y a aussi comment on peut exploiter les données au sein des processus. Et puis, bien sûr, une offre aussi d'infogérance qui va être très, très liée à l'ensemble des autres projets dans une logique DevOps. Donc, je m'excuse si j'utilise. Je vais essayer de ne pas utiliser des termes trop tôt. Je savais, en termes de public, je ne sais pas quel est le niveau d'appréhension par rapport aux outils digitaux. Donc, je vais essayer d'utiliser pas trop de termes techniques, mais on a vite l'habitude dans nos métiers de revenir à des écueils de langage et d'utiliser des terminologies assez courantes dans nos métiers. Donc, j'essaierai de DevOps qui dit développement et gestion en fait ce qu'on va dire du développement de l'application et de l'exploitation ensuite de la solution. Donc, on a des clients qui nous demandent d'assurer en fait l'ensemble du process, que ce soit développement, conception, développement et hébergement. Donc, on a eu vraiment une vue à 360. Donc, c'est vrai que du coup, on est très, très métier. On fait beaucoup de projets très, très métiers. Donc, c'est avec user-centrique, hein, tout ce qui va être, comme j'ai dit, on doit créer de la valeur. Donc, ça veut dire quel service on apporte aux utilisateurs. Et on va être très, très attaché à l'interface et à l'usage, à l'ergonomie de ce qu'on va développer. Et puis, comme très métier, aussi data-centrique, la donnée et justement la valorisation de ces données en disant on doit ouvrir le champ des possibles, comment faire émerger aussi de nouveaux usages en exploitant au mieux les données disponibles au sein de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Donc, comment on va pouvoir travailler là-dessus pour vraiment créer de la valeur. Donc, on a un pôle data, j'espère que ça passe bien. Je vois
que ma diapo n'est pas passée. Ah, si, j'en ai une qui est passée un peu trop vite. Donc, on a bien sûr un pôle data dédié. Donc, ça, c'est quelque chose d'important chez nous. C'est une activité qui se développe forcément. Donc, on va travailler comme vous l'aviez dit, hein, le cycle data que vous allez organiser, c'est ça, on va travailler de la collecte de l'information, comment on la modélise et puis comment on va la valoriser derrière avec des outils de data visualisation. Donc, on va travailler sur l'ensemble du cycle de la gestion de la donnée dans le cadre de projets décisionnels. Donc, on intervient pour le secteur public-privé sur cette thématique-là. On est notamment titulaire d'un accord cadre interministériel qui s'appelle Valorisation de la donnée. On est titulaire du lot outils décisionnels, donc c'est-à-dire on travaille pour l'ensemble des ministères et des agences gouvernementales. On a un accord cadre qui concerne l'ensemble des ministères, sauf l'éducation nationale, et les agences gouvernementales, plus des ARS, plus des universités sur les outils décisionnels. Donc, on montrera quelques exemples qu'on a pu réaliser dans le cadre de cet accord cadre. Autrement, comment ça se traduit dans les chiffres aujourd'hui? Voilà, une croissance assez dynamique. On va faire un peu plus de 12,6 millions normalement cette année. Donc, c'est encore des prévisions. On devrait être un petit peu au-delà. Donc, une croissance encore assez forte en 2021. Une croissance soutenue avec un objectif de 15 millions en 2022. Donc, on a des prix sur le Syntec numérique, on investit aussi pas mal sur l'innovation, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, en termes de collaborateurs, on est 190 personnes aujourd'hui. Alors, principalement sur le site on a le siège à Gevrey-Chambertin et puis on a une agence à Dijon en plein centre-ville. On a une prévision d'ouverture d'une nouvelle agence à Dijon parce qu'on n'a plus de place dans nos locaux, et puis d'une agence à Besançon. Donc ça, c'est des choses qui vont se concrétiser dans les semaines qui viennent normalement, puisqu'on a encore pas mal de recrutements en cours et une prévision de croissance assez forte sur 2022. En termes d'innovation, donc on est agréé C2I, donc je déplace un petit peu le... Donc, on est agréé C2I, on fait pas mal de projets d'innovation pour notre compte, c'est-à-dire des projets qui vont servir de relais de croissance pour l'entreprise ou qui vont nous faire avancer sur des expertises technologiques qui vont servir des besoins de nos clients. Donc, on va parler de blockchain, big data, notamment big data, on reviendra sur ce sujet aujourd'hui. Et puis, on a également un agrément C2I qui nous permet de faire des projets innovation. Alors, on a choisi C2I plutôt qu'un pour recherche, parce que pour nous, on considère dans le digital qu'on est plutôt sur l'innovation que sur les fondements, enfin, sur la recherche fondamentale, même si on a aussi des projets R&D. Donc, on mène plusieurs projets aujourd'hui pour l'entreprise et on peut intervenir pour des projets clients faits sur des projets d'innovation. Donc, on est dans ce cadre-là, on est dans ce cadre-là partenaire du pôle de compétitivité Vitagora notamment, le cluster à Grenoble, on est aussi sur un cluster Befcare. Et puis, bien sûr, on adhère à Foodtech, Coqvert, FreshTech. On a signé aussi l'engagement sur Planet Tech Care. Et puis, on est labellisé BPI Excellence. On a fait partie d'accélérateur Bourgogne-Franche-Comté, dernier accélérateur Bourgogne-Franche-Comté BPI. Et puis, on a des partenariats assez forts avec les organismes de formation, assez classiquement, universités, IREM, pour en citer quelques-uns. Donc, des clients, je passe rapidement, des clients, donc secteur public, on a assez présence, tout ce qui est métropole, conseils départementaux, régions, des agences gouvernementales aussi, l'autorité de sûreté nucléaire, l'agence nationale des fréquences radio, l'ARCEP. Donc, pas mal de projets secteur public, côté ministère également, donc beaucoup de ministères dans le cadre du projet décisionnel, mais pas que, on y reviendra aussi dans les exemples sur des exemples de développement métier, on est très présent sur le secteur agri-agro, et puis dans les organismes de recherche aussi, IRD, Sorbonne, INSERM. Pardon, vous m'entendez toujours?
Oui, c'est tout bon, il y a eu une petite coupure. D'accord. J'en profite. Vous avez toujours la présentation ou Non, on n'a plus la présentation. je vais Ça y est, remettre, il ça va y affiche à avoir une nouveau. J'en micro-coupure. profite juste pour faire une petite. Il y a une participante qui est malentendante et qui utilise un logiciel de retranscription. Et je sais que c'est pas évident, mais elle demande à ce que vous parliez, si possible, hein, assez lentement et enfin, assez Je, articulé pour que le logiciel puisse bien traduire. je vais essayer, ce qui n'est pas toujours simple Ouais, oui, pour moi. je J'ai sais. tendance à avoir un débit assez important. Et, Je vous laisse mais poursuivre. écoutez, je vais essayer de faire attention. Au moins de parler fort et puis de bien articuler. Donc, et puis, bien sûr, des clients, tout secteur d'activité, plutôt ETI, enfin, grosse. Alors, ça peut être des PME où le SI est cœur métier ou sur des projets stratégiques. Et puis, beaucoup de projets autrement, ETI grand compte. Donc, voilà, très rapidement, je vais juste essayer de masquer un petit peu la barre de tâches qui m'ennuie un petit peu. Hop, pardon. Donc, aujourd'hui, les données. Comment on va parler des données. Donc, c'est vrai qu'on dit que les données, c'est le pétrole de demain. On a vu exploser les volumes d'informations disponibles avec le digital et la transformation digitale. Ben, le volume des données explose. Donc, il y a beaucoup de données au sein des entreprises. Aujourd'hui, on parle aussi des objets connectés, donc ça peut être vrai dans l'industrie, hein, des machines, et puis dans d'autres secteurs d'activité. Qui développent encore, en fait, ces connexions développent encore le volume des données disponibles. Mais celles-ci restent encore souvent, c'est vrai, peu exploitées, souvent en silo, pas historisées, pas valorisées. Donc, on va avoir des données, en fait, aujourd'hui, on considère qu'un tiers seulement des données des entreprises sont exploitées. Donc, beaucoup de données, en fait, qui ne sont pas valorisées au sein des entreprises. Donc, c'est vraiment un patrimoine. C'est vraiment un patrimoine. Ce qu'il faut voir, c'est que la donnée, tout le monde tout le monde y contribue. La plupart des acteurs d'une entreprise, ou voire tous les acteurs d'une entreprise, manipulent de la donnée et créent de la donnée au sein de l'entreprise. Donc, ça, il y a une base, un terroir important et un capital important. Aujourd'hui, le challenge, ça va être de les valoriser. J'ai refait un petit parallèle avec l'externe, souvent, parce qu'on parle beaucoup de données internes, juste pour montrer à un moment l'impact de la transformation digitale sur la donnée, quoi. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, en 2021, on considère qu'en une minute, il y a 500 heures de vidéos YouTube qui sont publiées. Donc, vous voyez qu'il y a, enfin, je veux dire, les données la croissance des données exponentielle au sein de l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Donc, chaque entreprise aujourd'hui dispose des données sur ses clients, sur ses fournisseurs, sur ses produits. On a des CRM, on a énormément d'informations sur beaucoup de thématiques au sein de l'entreprise, ses collaborateurs, ses modes de distribution. Ces données sont propres à l'entreprise, elle les maîtrise et puis elle peut aussi disposer de données externes. Aujourd'hui, elle fait partie d'une fédération, elle va avoir des données sur son marché, elle peut récupérer des données en open data, donc elle maîtrise des données en interne, elle va pouvoir aussi manipuler des données externes qui peuvent compléter sa vision, sa vision interne. Donc tout le monde manipule des données dans son quotidien, ce que je disais tout à l'heure, donc ça c'est important. Par contre, c'est vrai qu'on en produit beaucoup et on va se poser des questions à un moment de savoir quels autres usages on peut faire de ces données et comment on peut les valoriser. Pardon, j'essaie de... Hop. Comme je disais, souvent ces données sont historiquement dans des silos parce que on a construit le système d'information souvent assez progressivement. On a commencé par mettre souvent un logiciel de compta, il y a eu la paye, alors on l'a fait en interne, on peut le faire en externe. Et puis après, on a mis un logiciel pour gérer les achats, puis après, on est peut-être passé à un ERP. Donc, on a construit en fait son système d'information souvent assez progressivement. Et puis, on va retrouver en fait des informations souvent dans X silos. Il y a une difficulté parfois à avoir une vision transverse en fait
de ces informations. Je pense notamment aux entreprises, le client, on va le retrouver dans le logiciel comptable, on va le retrouver dans le logiciel de facturation, si c'est un ERP, dans le ERP qui gère l'ensemble des process, mais pas toujours. Parfois, dans la partie production, il y a encore aussi pas mal d'éléments qui sont gérés potentiellement sur des solutions de type Excel ou autres. Donc, on va retrouver des informations souvent cloisonnées et une difficulté parfois à avoir une vision un peu transverse de ces informations. Alors, dans les informations, dans les données, on a l'habitude de parler des bases de données, des informations structurées, qu'on va appeler par nature de données structurées. Les entreprises disposent aussi de beaucoup d'informations semi-structurées ou non structurées. On va parler des documents, des images. Un document, souvent, on va parler d'un contenu à la base non structuré parce que si vous n'ouvrez pas le contenu et si vous ne lisez pas le document, vous ne savez pas de quoi il parle. Vous avez juste le titre. C'est pour ça qu'après, on parle de semi-structuré. Vous avez quelques métadonnées. Le titre, par exemple, est une métadonnée. En lisant le titre, on peut imaginer de quoi va parler le document. Mais souvent, on a une partie d'information qui est semi-structurée. Alors qu'on peut rendre après, qu'on peut structurer justement avec des métadonnées pour essayer d'en faciliter l'exploitation. Et puis les images, par exemple, aujourd'hui, vous avez une image, mais derrière une image, il y a aussi plein d'informations. On sait à quelle date elle a été prise, à quelle heure, potentiellement où. On a aussi pas mal d'informations qui peuvent être associées à des images. Et le contenu même de l'image contient en fait des informations qu'on peut exploiter. Donc, on a à disposition un ensemble très, très large de données. Et l'intérêt, justement, pour en tirer parti, ça va être de voir à un moment comment on peut croiser ces données, comment on peut les exploiter, comparer, compléter ces données, voire parfois avec des données externes pour essayer d'en tirer un maximum de valeur. Donc, aujourd'hui, j'ai repris l'ordre du jour de la réunion et du webinaire, c'est comment les données peuvent-elles améliorer notre efficacité, comment initier les démarches et comment embarquer, construire, comment faire adhérer tout le monde à ces démarches-là. Parce que dès qu'on parle de transformation digitale et de projet, il y a une logique de conduite du changement. Et il est important à un moment que ce soit vos collaborateurs qui s'approprient la démarche et qui s'approprient leurs données et ce qu'ils peuvent en tirer. Donc, elles peuvent exploiter les données, comment améliorer notre efficacité avec les données. Donc, les données, bien sûr, peuvent être exploitées pour améliorer des processus. Donc, on va voir à un moment, dans quelques exemples, comment on peut capitaliser peut-être sur certaines informations qu'on n'exploite pas pour automatiser les processus. Elles peuvent, bien sûr, naturellement, on va parler, dès qu'on parle valorisation de la donnée, on va parler aide à la décision, comment les données peuvent nous aider à prendre des décisions. Et souvent, on va parler d'anticipation. Alors là, je mets ma casquette aussi chef d'entreprise. Ce qu'on va rechercher souvent sur la valorisation de ces données, c'est comment ça peut nous aider à anticiper, c'est-à-dire à un moment comment on peut capitaliser sur ces informations-là pour prendre la bonne décision pour l'avenir. Et comment on peut éclairer l'avenir, donc avec parfois une vision stratégique sur quel marché je vais me positionner, comment je vais pouvoir avancer, comment je vais pouvoir améliorer ma performance opérationnelle. En exploitant les données, on va pouvoir trouver en fait des sources de valeur et des éclairages pour prendre les bonnes décisions. Donc, c'est vrai qu'il y a ces deux aspects. Juste en aparté, je voulais quand même rappeler, parce que c'est vrai qu'on, comme j'ai dit en préambule, un projet informatique, pour moi, ça doit être créateur de valeur. Et aujourd'hui, il faut quand même, je pense qu'il est important que l'ensemble des secteurs, alors vous allez dire que je prêche pour ma paroisse de SN, mais c'est une vraie, on y croit, on croit en nos métiers. Et on considère aujourd'hui qu'il y a eu des études, l'investissement IT a un effet très, très significatif sur la performance des entreprises. Aujourd'hui, si on regarde les entreprises majeures aujourd'hui, on voit bien que c'est aujourd'hui des entreprises qui gèrent de la donnée, qui sont devenues des entreprises. Avant, les premières capitalisations, on avait des industriels. Aujourd'hui, on a des structures, on a les GAFAM, on va retrouver Google, Apple, Facebook, qui ont su collecter des données, créer des usages autour des données. Donc, les données sont vraiment essentielles pour les entreprises et l'IT est vraiment source de valeur pour
pour la performance de l'entreprise. Je voulais aussi citer Tesla, par exemple, qui est un industriel, mais justement qui travaille beaucoup en fait sur la donnée et sur l'information pour valoriser son produit. Et qui aujourd'hui, je vais dire, tout le monde passe à l'électrique, je veux dire, c'est quand même largement initié par ces initiatives. Donc ça, c'est vraiment important. Je pense qu'il y a une prise de conscience de l'importance de la data et de ce que peut apporter le numérique, je pense, dans l'évolution de l'entreprise et dans la performance de l'entreprise. Alors après, comment initier la démarche et comment mettre en place ces démarches? Ben, je pense qu'en effet, il faut qu'il y ait une prise de conscience importante. C'est des projets qui doivent être portés en interne, hein, par les directions. C'est vraiment essentiel qu'il y ait un engagement fort en fait, autour de ces projets et qu'il y ait une prise de conscience au sein des acteurs de l'importance en fait, des données. Après, dans les démarches, ben, prenez des usages concrets, essayez de prendre des cas d'usage en fait, qui vont être très concrets, qui vont présenter en fait, des intérêts sur lesquels vous pourrez communiquer assez rapidement. Et puis, créer une organisation, processus, des outils, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut, c'est un investissement aussi, avoir des personnes qui s'impliquent dans cette démarche, du coup, avec un vrai management de la donnée et de ces projets de valorisation de la donnée. Et puis, surtout, pas perdre de vue les usages. Donc, le but, en fait, de la démarche, c'est bien de répondre à des problématiques chez vous, à des problèmes opérationnels que vous avez, ou à une vraie volonté, en fait, de tirer parti de la donnée pour améliorer son efficacité. Donc, on dit commencer petit, expérimenter POC pour Proof of Concept. Encore une fois, j'essaye d'éviter les termes. Ce qui vous permet, l'idée en fait du POC, c'est de dire on va expérimenter sur un délai assez court. On va prendre un sujet avec un périmètre assez restreint. Ça va vous permettre de mettre en place une première démarche assez rapide sans engager trop de coûts, mais d'avoir un premier tour d'expérience et dire bah oui, en effet, c'est intéressant. Derrière, on va industrialiser cette première expérience et puis on va passer une deuxième. Mais voilà, ça permet d'initier une démarche en faisant adhérer les acteurs en expérimentant. Donc, commencez petit, cherchez pas tout de suite à dire allez, Bing Bang, on va faire un projet sur 2 ans et autres. Non, commencez petit, expérimentez. C'est quelque chose enfin, c'est une démarche qu'on mène très régulièrement sur les projets décisionnels. On a beaucoup de projets décisionnels qui démarrent par des POC et qui s'inscrivent ensuite dans la durée au sein des entreprises. C'est incrémental, hein. On peut commencer par une thématique et puis après travailler sur d'autres thématiques. Donc, des approches complémentaires, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est comment on va appréhender en fait les problématiques, comment on va initialiser ces démarches-là. On peut avoir deux approches. À un moment, se dire bon, bah voilà, en effet, dans les entreprises, il y a beaucoup de données. On va recenser, puis derrière réfléchir à allez, comment on pourrait les valoriser, qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, il y a une logique de management de la donnée, hein, de gouvernance, identifier les sources, partage qui contribue à ces données, qui a des droits dessus. Comment on peut, enfin, il se pose aussi parfois des questions sur une logique de valorisation de droits, comment on peut vraiment exploiter l'ensemble de ces données et les partager au sein de l'entreprise, tout au long du cycle de vie, parce que la donnée, elle vit. Hein. Et puis, accessibilité, la qualité, on va se poser des questions sur la qualité de la donnée aussi, parfois, s'assurer qu'à un moment, on peut la corriger, on peut l'améliorer et on va la mettre en forme, la diffuser. Donc, on revient sur les cycles qui avaient été évoqués tout à l'heure, hein, sur le cycle de formation, de la collecte à la data visualisation. Après, on peut aussi avoir une approche processus, c'est-à-dire à un moment, OK, c'est quoi mes problématiques? Si je devais traiter j'ai une problématique prégnante en ce moment, c'est celle-là. Eh ben, quelles informations, comment je peux la traiter? De quelles informations sont nécessaires pour mieux identifier cette problématique et pouvoir trouver des solutions à cette problématique? Et comment je peux les collecter? Est-ce que je les ai toutes?
et puis comment je vais pouvoir exploiter ces données pour améliorer ma situation, en fait. Donc, on va partir parfois ce qu'on va appeler d'un point de douleur, d'une thématique, d'un problème particulier, et puis on va essayer en fait d'aborder en fait de dérouler le même processus, mais en travaillant, en focusant sur une problématique particulière. Donc, les deux approches sont très complémentaires. Je veux dire, elles ne sont pas contradictoires, mais les deux approches peuvent être complémentaires. Donc, évidemment, sur la partie gestion de la donnée et maîtrise, dans ce que j'appelais la partie data management, donc on va vraiment travailler sur la partie gouvernance aussi. C'est pour ça qu'on disait en termes d'organisation, c'est bien aussi quand vous inscrivez dans cette démarche, de penser un petit peu organisation. Il faut, comme dans tout projet, un leader et puis quelqu'un qui va être capable d'accompagner le projet. Et comme je disais, il faut vraiment qu'il y ait un ancrage fort en fait, du projet DG, quoi. Du coup, il faut qu'il y ait une vraie volonté en fait, de diffuser en fait, cette culture au sein de l'entreprise. Et puis, dans le partage, on va se poser des questions sur la politique nécessaire tout au long du cycle de vie. Comme je disais, la donnée, elle va être créée, elle va peut-être être créée dans un silo, demain être exploitée par un autre service. Comment on va s'assurer en fait, que la donnée, on va capitaliser dessus tout le long de son cycle de vie. Et puis, bien sûr, en termes d'accessibilité, la mise en forme, la diffusion, la valorisation. Alors, je passe assez rapidement parce on travaillera, on a quelques exemples après, alors qui restent en slide, on n'a pas fait de démo, mais qui vous permettront un peu de valoriser, de percevoir ce qu'on entend par valorisation de la donnée et puis mise en forme de ces données. Donc, comme je disais tout à l'heure, les données sont souvent gérées en silo, donc ce qui peut être une problématique au sein de l'entreprise. Et aujourd'hui, quand on parle de valorisation, on va parler justement de transverse, enfin d'approche transverse sur la donnée. Chercher les corrélations qui permettent en fait de développer de nouveaux angles de vue, de proposer de nouvelles approches. Toutes les informations, par exemple, pertinentes sur les clients. On va voir, on a parlé tout à l'heure parfois de plusieurs systèmes d'information. Vous avez votre solution comptable d'un côté, vous pouvez avoir un CRM, vous pouvez avoir parfois un module de gestion commerciale qui n'est pas toujours lié au CRM. Donc, on peut avoir différentes sources de données. Déjà, par exemple, avoir une vue transverse sur l'ensemble de ses clients. Sur la nature des produits, quand est-ce qu'ils les commandent, la périodicité, est-ce qu'en termes de délai de livraison on est bon, en termes de délai de facturation, avoir une vision globale de ces données clients, par exemple, peut en fait éclairer pas mal de perspectives en termes de démarche commerciale, démarche marketing, politique de promotion et circuit de distribution. Et puis, on va aussi pouvoir croiser les données sur différents socles. Aujourd'hui, des données de production, données RH. Vous avez des indicateurs de production, performance de production, quelles étaient les équipes en place, le niveau d'intérim à tel moment de la production. On peut avoir aussi des indicateurs, en fait, des croisements sur ces différents silos qui vont éclairer en fait, des analyses chez vous, quoi. Et souvent, en termes de valorisation, j'y reviendrai justement sur les exemples et en prenant par exemple le nôtre, on a déjà on sous-utilise vraiment les informations, qu'elles soient déjà même dans les silos et surtout en croisant en fait, ces différentes données. Donc, l'idée, c'est d'avoir des angles de vue différents et on a peu d'exploitation en fait, de ces données en forme transverse. Alors, juste quelques terminologies du coup, qui vont être parfois utilisées. On va parler, quand on va parler de décisionnel, de Data Hub, Data Warehouse, Data Lake, d'InfoCentre. Donc, Data Hub, on va être sur une logique très processus opérationnel. C'est comment, à un moment, une donnée produite par un système va pouvoir être réexploitée par un autre système pour être capitalisé, valorisé sur un autre contexte. Donc là, on va parler d'interconnexion entre des systèmes d'information avec des données qui sont très structurées, une qualité de données très forte pour pouvoir les changer entre différents systèmes. Il faut souvent partager des référentiels quand même un peu communs et être d'accord sur le langage métier dont on parle pour pouvoir partager ces données de manière correcte. Et puis, donc dans la partie décisionnelle qui va nous intéresser notamment aujourd'hui,
On va parler souvent de data warehouse, d'infocentre et autres. Donc là, on va structurer en fait des informations qui viennent de différentes sources. On va parler d'informations aussi structurées qui vont être très, très qualifiées. Et puis, on va pouvoir les réexploiter avec des outils de data visualisation. Et puis, dernière terminologie, alors on parle aussi de data lake, où là, on va agréger en fait des données qui viennent de différentes sources également. On va moins, voilà, les données vont être moins structurées, on va moins s'intéresser à la qualité de données, mais par contre, on va avoir des données très, très volumineuses qui vont compenser parfois la qualité de ces données. Le fait de faire des statistiques, par exemple, sur des très, très grands volumes, ben, on va pouvoir se permettre d'avoir des données peut-être moins exhaustives, enfin, de qualité moyenne, avec des informations parfois manquantes sur certains entrants, mais pas grave, on a beaucoup de données, donc on va pouvoir considérer que le résultat est une tendance qui est significative. Donc, entre les deux, il y a ce qu'on appelle lakehouse aussi. Donc, on aura pas mal d'autres déclinaisons, mais je vais rester sur ces trois grandes thématiques qui vont être une façon dont on va concentrer les données pour pouvoir les exploiter par la suite. Et puis, on va les exploiter par la suite avec des outils de data visualisation. Alors, il y en existe pas mal, hein, entre du reporting, du requêtage ad hoc. Donc, il y a des solutions du marché assez classiques qu'on va retrouver chez les grands éditeurs. Qlik, Tableau, qui appartient à Salesforce, SAP Business Object, Microsoft, et puis des boîtes French Tech telles que Digdash ou Toucan2Go, des solutions open source telles que Pentao, Jaspersoft, et puis on va retrouver des solutions après qui seront aussi orientées Big Data, des solutions Kibana, Elasticsearch, des langages de requête pour pouvoir exploiter ces différentes sources de données, comme des langages R qui sont couramment utilisés. Donc, l'idée de ces outils de data visualisation, c'est une fois que vous avez mis en place vos entrepôts de données, que vous avez pu qualifier ces données. Alors, dans ces phases d'entrepôt, on y reviendra. On va aussi souvent restructurer, réorganiser la donnée dans vos outils opérationnels ou aussi nos métiers. La donnée organisée avec des modèles qu'on appelle des modèles relationnels. Pour les exploiter côté InfoCentre, vous avez parfois besoin d'avoir une autre vue, une autre organisation des données. Donc, on va profiter en fait de la constitution d'un InfoCentre pour réorganiser des données, pour les préparer en fait à la data visualisation. Donc, c'est une phase qui est très, très importante, hein. Souvent, dans les projets décisionnels, cette phase en fait, de réflexion sur les données, de modélisation des données est très, très importante. On va partir des indicateurs et on va en fait décliner de quelles informations on a besoin et comment on va les structurer pour avoir un requêtage qui soit le plus performant possible. On va parler de cubes, on reviendra des différentes typologies. Donc, possibilité en fait d'exploiter les données sous différentes formes. Je regarde l'heure en même temps. Alors, je sais qu'il faut que je ne parle pas trop vite, mais j'ai beaucoup de slides. Donc, je vais essayer d'avancer un peu plus rapidement. On va aussi parler de la valorisation des données dans les processus. Comment capitaliser les données pour automatiser un processus, une information, un flux d'informations. Aujourd'hui, vous avez des informations parfois qui rentrent chez vous, qui rentrent dans les systèmes, qui pourraient être utilisées pour déclencher une action, pour optimiser vos processus. Donc ça, c'est aussi une approche qui est très, très importante. Alors, on a parlé d'Industrie 4.0 aussi, par exemple, qui peut avoir pas mal d'éléments dans cette partie-là. Donc, tirer parti de vos données pour améliorer vos performances, ça va être développer vos capacités à disposer rapidement de la bonne information pour prendre les bonnes décisions. Et puis, analyser vos activités, des corrélations qui vont vous permettre à un moment de déclencher de nouveaux plans d'action et d'avoir des décisions pertinentes en termes d'impact business ou prise de risque au niveau de l'entreprise. Parce qu'en entreprise, on investit. Le problème, c'est qu'à un moment, les capacités ne sont pas illimitées. Il faut faire les bons choix d'investissement. Alors, quelques exemples. Très rapidement, commencer par nous, par exemple. Donc, on a bien sûr une solution de gestion de projet. On gère principalement des projets en mode forfait. Donc, on va avoir des projets, on va les décliner en tâches. On a des équipes de développement qui vont être de 2, 3 jusqu'à 10 personnes
Et puis, on va avancer sur les dossiers, on va piloter ça. Donc, les outils qu'on utilise naturellement, ben, chaque chef de projet pour avoir une vision, des tâches et autres. Mais ce n'était pas toujours évident d'avoir une vision aux différents niveaux, les chefs de projet, les managers, le responsable de production, d'avoir une consolidation d'ensemble des éléments. Donc, on a mis en place un infocentre en fait, qui permet assez facilement à un chef de projet de voir où il en est, d'avoir une vision globale déjà au niveau de l'entreprise, de l'ensemble des projets, du niveau de production, de l'avancement, et puis après à chaque chef de projet d'avoir une vision au niveau de son portefeuille projet, et puis des alertes à un moment s'il y a des projets qui partent en dérive et autres. Et l'idée en fait de ces éléments, c'est de pouvoir anticiper des réactions, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur le dossier, il y a une problématique, il y a un point métier, il y a besoin d'un support technique, comment on peut trouver des solutions. Plutôt que en fait, entre guillemets, compter les points à la fin en disant, ah bah oui, tiens, tout compte fait, on a eu un problème sur le projet, on aurait dû réagir plus tôt. Donc, cet éclairage, en fait, va nous permettre d'avoir une vision plus pertinente en fait, de nos dossiers, de nos informations de production et de pouvoir en fait améliorer la valorisation de ces données dans le cadre du pilotage opérationnel en fait, par les managers. Et puis, on a mis en place aussi des tableaux de bord manager là, qui vont croiser ces données de production, les données RH et les données de chiffre d'affaires, de facturation. Et quand on parlait de croisement des données, typiquement, à un moment, vous pouvez dire, bah, tiens, j'ai un projet, j'avais prévu de le réaliser en tant de jours, OK, tout compte fait, je le réalise en plus de jours, mais j'avais prévu du personnel senior, tout compte fait, ce n'est pas du personnel, j'ai moins de seniorité sur mon projet que ce que j'avais prévu. Donc, ça peut être une partie des explications. Donc, en fait, on va pouvoir, en croisant ces données, j'avais prévu un objectif de production de temps, mais tout compte fait, je n'y suis pas. Bah oui, forcément, je n'ai pas toutes les ressources. J'ai pas réussi à recruter l'ensemble des personnes que j'ai recrutées, donc je n'ai pas toutes les ressources. Donc, on va essayer de donner un éclairage en croisant ces différentes données. On va donner un éclairage, on va avoir des indicateurs qui vont piloter nos actions opérationnelles. Et honnêtement, ça a eu un effet très, très bénéfique. Hein. On a mis ça en place. On a aujourd'hui grandement amélioré certains processus. On parlait même, par exemple, chiffre d'affaires, facturation. Et ben, à un moment, être vigilant sur déclencher naturellement. Le chef de projet, c'est un rôle qui est complexe. Hein. Donc, il gère énormément de choses. Il va gérer la production, il va gérer la relation de management de l'équipe. Puis, il faut aussi qu'il gère certains aspects administratifs du projet, donc, comme la facturation. Donc, le fait de présenter aussi des indicateurs sur l'ensemble de ces éléments permet en fait de mettre des alertes et d'être vigilant sur l'ensemble des processus. Donc, c'est quelque chose qui était très, très positif sur le mode de fonctionnement. Un autre exemple de projet, donc je passe assez vite parce que j'avais prévu pas mal d'exemples et si vous voulez poser quelques questions après, je pense qu'il faut que j'avance assez rapidement, donc en parlant assez doucement. Donc Data Expert, aujourd'hui, c'est un projet qu'on a mené pour la fréquence radio. J'avais choisi de présenter ce projet-là avec Pierre-Yves juste pour montrer qu'à un moment, vous voyez, on a 6 systèmes opérationnels différents qu'on va intégrer dans un infocentre et qu'on va exploiter avec des outils de data et visualisation. Cet outil permet notamment, par exemple, a permis à la NFR, par exemple, de générer un rapport obligatoire qu'ils doivent produire très, très régulièrement, qui est disponible sur leur site, sur les informations, sur le niveau de déploiement de la 4G ou de la 5G sur les territoires métropoles ou plus largement les territoires français. Donc, on va avoir pas mal d'informations qui vont être exploitées à différents niveaux par différents services de l'NFR en recoupant les données de 6 bases opérationnelles. Donc, il y avait des informations sur les nouvelles installations, sur la maintenance des équipements. On va concentrer l'ensemble des informations pour pouvoir recouper ces informations, avoir une vue globale en fait, du déploiement de la NFR sur la partie 4G, 5G. Donc ça, c'est un exemple, vous voyez, de concentration en fait, de données de systèmes opérationnels au sein d'un outil infocentre, avec forcément, comme je disais tout à l'heure, une modélisation qui va être différente. Hein. On va avoir un angle de vue complètement différent des données sur un aspect décisionnel
que sur des aspects, sur des bases décisionnelles par rapport à des bases opérationnelles, puisqu'on va avoir en fait des référentiels qui vont permettre de naviguer dans la donnée par quelques informations clés, par des axes en fait de recherche qu'on va pouvoir consolider au sein de l'info. Donc, un travail important quand même de structuration de la donnée pour pouvoir l'exploiter correctement ensuite et la valoriser correctement au sein de l'infocentre. Donc, un autre exemple, c'était Toyota. Donc, pareil, hein, 450 rapports, vous voyez, 250 utilisateurs, 250 traitements ETL. ETL veut dire Extract, Transform, Unload. C'est-à-dire c'est l'outil qui va permettre d'aller chercher les données dans des systèmes opérationnels et de les concentrer, de les transférer en fait dans l'infocentre. Donc, quand on dit 150 traitements ETL, ça veut dire, vous voyez, qu'on va chercher les données dans énormément de systèmes différents pour pouvoir rendre après aux utilisateurs des vues synthétiques en croisant les différentes informations des différents systèmes opérationnels. Donc là, on va avoir des informations sur de production, des informations qualitatives au niveau de la chaîne de production, par exemple de la Yaris sur l'usine Toyota. Un autre exemple là, qui est réalisé notamment justement avec une solution French Tech qui s'appelle BigDash, dans le cadre de l'accord cadre interministériel. Donc là, on va travailler sur le ministère de la Santé, sur un projet en fait de refonte du contrôle sanitaire de l'eau en France. Donc, ça intéresse énormément d'acteurs, hein, notamment des ARS et beaucoup d'acteurs sur le territoire. Donc, on met une solution en fait qui va permettre de mettre à disposition les données de contrôle en fait, de l'eau sur l'ensemble des ingénieurs sanitaires qui vont être mobilisés sur le territoire. Avec des visions, en fait, on peut partir d'une vision nationale à une vision territoriale. On va pouvoir descendre, travailler, en fait, revenir à mon échelle territoriale, avoir une vision globale et revenir à son échelle territoriale et de vérifier en fait, les données qui peuvent être exploitées sur mon échelle de territoire. Donc ça, c'est un projet important au niveau du ministère de la Santé qu'on mène avec eux depuis un petit moment, justement, pour arriver en fait, à monter cette base de données qui puisse informer l'ensemble des acteurs du territoire sur le contrôle de l'eau en France. Un autre projet pour un ministère très, très opérationnel, du coup, c'est le ministère de l'Agriculture qui a mis en place beaucoup d'infocentres et de projets décisionnels pour piloter l'ensemble de ces services. L'idée, c'est d'apporter des informations à ces responsables de services et directeurs dans leur pilotage opérationnel pour justement essayer d'améliorer l'efficacité des actions au niveau du ministère. On va retrouver un autre exemple là qui est plus orienté, entre guillemets, valorisation des données agricoles au niveau du grand public, enfin, grand public, plutôt des acteurs professionnels. C'est un produit, alors je l'ai mis, j'ai rajouté celui-là parce qu'il est en ligne, donc ça vous donne un exemple d'outils de data visualisation. Donc le projet s'appelle Visagrest, c'est l'ensemble des statistiques agricoles et la mise en forme, on va parler de data visualisation, on va aussi parler de data storytelling aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on va essayer de raconter une histoire avec les données. Donc, on parle de valorisation des données, comment les données racontent une histoire en fait, sur votre production, là en l'occurrence sur le monde agricole, comment on va pouvoir exploiter ces données pour essayer de les comprendre et de les valoriser. Donc, c'est un exemple de valorisation que vous retrouverez en ligne. Réproscope, un peu dans la même logique, en fait, c'est toutes les données là sur la partie élevage et ça va être utilisé par un éleveur, on va pouvoir à un moment repositionner en fait son élevage par rapport à des référentiels nationaux. Donc, ça va permettre, on parlait de valoriser vos données par rapport à des données externes. Et bien là, vous allez pouvoir dire à un moment, je suis éleveur. Alors, vous voyez, on parlait de valoriser les données. Valoriser les données, vous voyez que ça correspond à tous les acteurs en fait, de l'économie. Ça peut être une grosse entreprise comme Toyota et ça peut être un éleveur. Donc, l'ensemble en fait, des acteurs économiques ont un intérêt à valoriser leurs données, peuvent tirer de la valeur de leurs données. Donc là, l'éleveur, en l'occurrence, va pouvoir contrôler en fait, sa performance économique, vérifier en fait, la performance de son troupeau sur des aspects reproduction, par exemple, par rapport à des moyennes nationales, par rapport à des personnes qui ont les mêmes caractéristiques que lui. Donc, on va utiliser en fait la base nationale, va être revalorisée pour l'exploitant qui fournit la donnée à la base, hein, quand même, va en tirer parti sous une forme après anonymisée, va pouvoir en tirer
en tirer parti. Le fait de la produire va lui permettre de se comparer. Donc ça, c'est aussi un point important. C'est aussi important pour les gens qui produisent de la donnée. On parlait des conditions de réussite des projets décisionnels. C'est aussi important pour les personnes qui vont… Vous allez demander à des personnes de produire… Il y a des personnes qui produisent la donnée dans le cadre de leur travail. Vous allez leur demander d'être vigilants à la qualité des données. Bien, en plus, vous allez leur revaloriser des données en termes d'outils de décision ou de processus chez eux. Bien, en plus, ils seront acteurs dans la production de la donnée et de la qualité de la donnée. Un observatoire RH, pareil, c'est en ligne. Je n'ai pas dû mettre le lien, il faudra que je le rajoute dans la diffusion. Donc, c'est pareil, ça vous donnera un exemple d'outil de valorisation, comment à partir, j'ai un indicateur macro, après je vais redescendre en fait dans les niveaux de détail et je vais pouvoir avoir des niveaux de détail, rentrer dans le niveau de détail de mes données en fait pour passer d'un niveau macro à un niveau plus précis en fonction des indicateurs que je veux. Donc, c'est un exemple, on va partir d'un bassin, puis après on va voir les évolutions par population. Donc là, en l'occurrence, un exemple, on va croiser des données internes. C'était le GIP Roissy sur l'impact de l'emploi fait de l'aéroport sur l'emploi sur la zone. Donc, on va croiser des données internes à des données externes, des données IC, des données de population, et on va pouvoir essayer d'analyser l'impact en fait sur l'emploi du GIP. On parlait d'exploiter les données au sein de processus. Donc, un autre exemple vraiment très, très différent. On a des clients, par exemple, qui mettent en place, on parlait de solutions de gestion documentaire, de contenu non structuré. On a des solutions qui mettent en place, des clients pardon, qui mettent en place des GED. Notamment dans le secteur hospitalier, on a mis en place des solutions de GED qualité. Sauf qu'à un moment, les services qualité, donc on peut avoir des stades d'accès à la GED, mais qu'est-ce que les personnes font une fois qu'ils sont dans la GED? Aujourd'hui, on a mis un module statistique qui permet de voir à un moment les documents les plus lus, les utilisateurs connectés, jamais connectés. Et ça va permettre en fait au service qualité d'accompagner les usages, c'est-à-dire d'aller former les personnes à l'usage de la GED, de vérifier à un moment que si des documents ne sont jamais lus au sein de la GED, c'est peut-être parce qu'il y a des gens qui réimpriment des versions papier, mais du coup, ils n'ont peut-être pas toujours les bonnes versions. Donc, essayer de les sensibiliser à l'impact du digital et à l'importance d'aller plutôt voir les versions sur la partie numérique parce qu'on est sûr d'avoir la dernière version. Donc, en fait, ces éléments vont améliorer en fait, l'usage des procédures qualité, justement en vérifiant, en permettant d'accompagner les utilisateurs sur l'utilisation de la solution jet de qualité. On parlait aussi de l'industrie tout à l'heure, d'usine 4.0. Là, on va être un petit peu en lien. On disait que en fait, vos automates, vos machines produisent aussi de la donnée. Alors souvent, ces données sont peu historisées. Historiquement, elles vont rester sur l'automate, elles vont être parfois utilisées de manière ponctuelle, rétractées un petit peu, mais pas toujours historisées. Et en les historisant, on va pouvoir à un moment tirer vraiment parti en fait, de ces informations-là pour analyser les problématiques de production, les temps d'arrêt, dans quelles conditions il y a eu ces temps d'arrêt, est-ce que c'est reproductible, pourquoi c'est reproductible, est-ce que c'est tous les temps d'heures de production pour pouvoir essayer d'améliorer les process de production. Là, en l'occurrence, sur une usine de production de direction assistée électrique. Il y a une solution, voilà, on a mis un automate concentrateur, la consolidation en fait, de ces données au sein d'une base, donc qui va être exploité à différents niveaux en fait, d'utilisateurs. Et puis, ces informations vont être utilisées aussi directement par les opérateurs parce qu'on va pouvoir afficher en temps réel les niveaux, l'information sur la production. Donc, on va avoir des vues en fait, pour les opérateurs et des vues pour le responsable de production qui vont pouvoir voir l'état de la ligne en temps réel, les événements de chaque poste et puis qui vont pouvoir exploiter les données de productivité de chaque équipe et avoir des comptes rendus de production. Donc, vous voyez, on avait des données en fait, qui étaient stockées au sein des automates, mais qui n'étaient pas exploitées aujourd'hui, qui sont exploitées au niveau de la production pour justement trouver des solutions pour améliorer en fait, les rendements et la productivité des lignes de production. Donc, ces données étaient produites par les machines. Il fallait à un moment les enrichir avec notamment quelles équipes sont sur telle machine à tel moment. Donc, il y a eu
un petit développement pour enrichir ces données et pour pouvoir, et cet enrichissement permet vraiment de tirer un réel parti en fait, des données. C'est l'enrichissement, la captation et l'enrichissement des données qui permet en fait de valoriser ces données. Même chose, je passe très rapidement sur des lignes d'embouteillage. Hein. On a exactement le même process avec la captation de données aux différentes étapes. Et là, en l'occurrence, c'est cœur métier en fait pour l'industriel, parce que c'est quelqu'un qui fait de l'embouteillage à façon. Donc lui, il avait besoin aussi d'avoir une traçabilité en fait, l'ensemble de ses opérations en termes d'assurance et de certification qualité par rapport à ses clients. Donc, la captation des données répond aussi à des enjeux de performance économique pour lui, de compétitivité par rapport à ses concurrents. En fait, il est capable de porter une traçabilité complète, en fait, une différenciation forte par rapport à des concurrents qui n'ont pas mis en place ce type de système. C'est-à-dire que lui, il va pouvoir afficher traçabilité sur l'ensemble des opérations avec vérifier que le rinçage a été fait, vérifier en fait que l'ensemble des process ont été bien respectés, alors que son concurrent ne pourra pas forcément le respecter. Donc, c'est un impact aussi économique au niveau de son assurance. Il a pu renégocier aussi ses assurances parce qu'il était capable de prouver en fait qu'il aurait moins de problèmes client, retour client, parce qu'il était capable d'afficher en fait l'ensemble de ces process. Des exemples aussi très pragmatiques orientés processus, comment on peut exploiter, en fait, valoriser les données au sein de vos processus. Du coup, vous allez pouvoir aussi exploiter vos données au sein des processus. C'est-à-dire que vous allez avoir une information qui va être exploitée. Là, typiquement, on développe des solutions d'enregistrement de pratiques au niveau des agriculteurs. La formation qui va être saisie par au sein de sa base de données métier, mais on va lui proposer des pré-saisies. En fait, on va pouvoir exploiter des informations qu'il a déjà saisies pour lui faciliter la tâche pour la suite en fait, de ses opérations. Donc, c'est capacité à capitaliser sur ces données pour améliorer les processus. Je ne sais pas si Pierre-Yves, tu veux. Alors, très très rapidement aussi, parce que je vois que leur oui, je crois qu'on est en retard. On est un petit peu en retard. Pour faire un petit focus sur le monde agricole, où c'est un monde qui génère énormément de données, mais qui sont, à l'exemple de ce qu'a dit Jean-Philippe, très peu analysées et très peu traitées encore aujourd'hui, même si on commence quand même à avoir beaucoup d'outils. Mais alors, clairement, c'est des données qui servent beaucoup pour l'analyse des performances, notamment alors agronomiques, économiques, environnementales. Et ça induit quoi? Ça induit de la traçabilité et puis aussi une facilité des certifications pour le monde agricole. Alors là, on flèche plutôt les coopératives agricoles, mais aussi les organismes stockeurs et d'autres. C'est aussi des données qui peuvent servir à faire du multifactoriel et du pluriannuel. Et ça, c'est essentiel dans le monde du vivant parce qu'on peut essayer de pondérer, j'ai bien dit essayer, la climatologie, donc les facteurs externes en fait, qui sont sinon très très difficilement analysables, on va dire, sans la puissance des données. Donc là, on est aussi sur un nombre de données significatif. Une autre utilisation qui est très intéressante, c'est de comparer l'intraparcellaire, les pratiques agricoles, les typologies sol, les exploitations sur beaucoup aussi de données. Et ça, pourquoi? Pour objectiver en fait les leviers de performance qui ne sont pas très très simples à objectiver autrement parce que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs sur le monde du vivant et le monde agricole. Donc ça peut permettre aussi de mettre en avant certains leviers qui étaient peut-être un petit peu dans des signaux faibles sinon. Et puis, pour là, une approche un peu plus marketing, on peut aussi classifier les typologies d'adhérents quand on connaît leurs habitudes, leur façon de fonctionner. On a beaucoup de données aussi sur les pratiques des agriculteurs. Ça permet aussi de cibler les démarches sur de la communication, sur de la vente de produits spécifiques, des choses comme ça. Je te laisse embrayer, Jean-Philippe. Allez, on essaie d'avancer. Ouais, alors, un autre exemple, justement, on avait ça, c'est un exemple, une assurance qui gère des demandes de remboursement via des services ou des mails. Et parfois, un client peut dire, tiens, j'ai un sinistre, voilà les pièces associées, la demande de traitement de mon sinistre. Mais j'aimerais aussi qu'on me rappelle parce que je voudrais un nouveau contrat ou une extension de garantie. Et souvent, ce flux d'informations, typiquement, il était essentiellement en fait routé sur le service sinistre.
Alors, en termes de management, vous allez dire, on peut trouver des solutions organisationnelles au niveau du traitement, mais dans le flux, en fait, il y avait une grosse partie des demandes en fait, associées sur des nouveaux contrats, par exemple, qui n'étaient pas traités. Donc là, la solution était de mettre en place un outil d'analyse sémantique, en fait, qui va détecter qu'il y a plusieurs demandes en fait, dans le mail ou dans le téléservice, dans le flux d'informations, et puis qui va associer en fait, des tâches aux différents services concernés pour éviter en fait, de perdre ce traitement de flux. En fait. Donc ça, vous voyez qu'on va vraiment pouvoir exploiter les données. On avait aussi le cas, par exemple, du contrôle contrôle de fraude dans des cadres d'aide sociale. À un moment, vous avez des personnes qui vont déclarer des revenus pour avoir des aides, qui vont joindre une déclaration d'impôt. Aujourd'hui, avec des outils, on peut parfois falsifier des documents PDF scannés quand on est dans le cadre de l'ANEMAT. Automatiquement, en extrayant les données numéro fiscal avec des accords avec les DGFiP, on est capable d'aller contrôler, par exemple, si le revenu déclaré est bien cohérent par rapport à la déclaration. Donc, on va pouvoir, vous voyez, faciliter et automatiser certaines tâches. Un autre exemple qui est vraiment là, moins orienté plutôt, vous voyez, métier que outil décisionnaire. Les conseils départementaux, par exemple, gèrent des aides sociales. Et puis, quand il y a des décès, le notaire doit obligatoirement consulter le département pour savoir si une aide qui était remboursable, qui avait été versée, il peut y avoir une aide annuelle qui est versée d'avance, donc il peut y avoir de l'argent en fait, à récupérer. Aujourd'hui, ces flux de demandes sont très difficiles à gérer parce que les services sont assez chargés. Par contre, les informations sont disponibles au sein du système d'information du département puisqu'ils ont des outils de gestion de ces aides. Donc là, l'idée, c'était de reprendre en fait les données disponibles au sein de ces bases de données pour avoir un moteur de recherche, en fait, mettre en place un formulaire qui permet directement à un notaire, en mettant quelques critères en donnant quelques informations, le nom de la personne, son décès, sa date du décès, de pouvoir aller voir à un moment directement dans les bases si la personne est potentiellement concernée. Et si on trouve quelqu'un et qu'on a un niveau de fiabilité de la réponse pertinent, pouvoir faire une réponse automatiquement au notaire. Donc, ce qui veut dire qu'on passe un délai de réponse très rapide. Et on évite de perdre du flux d'informations sur cette thématique-là. Donc, ça fait économiser en fait pas mal de l'équivalent temps plein en fait, au niveau des départements, et ça permet aussi aux départements parfois de récupérer des créances qu'ils ne récupéraient pas. Et puis aux notaires surtout d'avoir des réponses dans des temps courts pour traiter des problématiques qui sont quand même souvent assez graves en termes de succession. Donc, voilà, c'est vraiment une thématique où on a pu exploiter les données d'une base métier pour apporter un service complémentaire, en fait. Et puis, on a la même chose on parlait de l'industrie tout à l'heure, par exemple, Chassenedars qui avait des problématiques d'optimisation de ses contrats d'énergie. Et en captant en fait, les données de consommation, on a pu proposer des outils de pilotage qui lui permettent en fait, de mieux gérer en fait, ses contrats et ses sources d'énergie pour optimiser avec un ROI assez rapide du coup, sur les coûts qu'il avait pu engager. En termes d'industrie aussi, on va parler souvent des fiches dans l'industrie, souvent de la partie non-conformité. Vous avez encore beaucoup de recensements parce que la captation des données au niveau des opérateurs n'est pas toujours simple, donc on va avoir beaucoup de fiches papier. Et en fait, ces informations-là sont souvent peu historisées. On va déclencher parfois des actions correctives, mais il y a encore souvent peu de capitalisation, par exemple, sur ce qu'on va pouvoir, les fiches incidents, tout ce qui est incident de prod et tout ce qu'on va pouvoir remonter en termes d'incidents au niveau de la production. Parce que parfois, il y a encore justement peu de capitalisation et peu de structuration de ces données au sein des entreprises. Bon, un autre exemple très rapidement, on parlait d'images tout à l'heure, comment on peut exploiter aussi des images. Donc, dans l'industrie, on peut parler de contrôle visuel sur des images, contrôle qualité avec des outils de caméra. Donc, ça se développe beaucoup. Là, en l'occurrence, on est dans le secteur hospitalier. On a beaucoup de problèmes de personnes en situation de dénutrition au sein de l'hôpital. Les nutritionnistes vont adapter les menus, mais ne savent pas ce que les personnes mangent réellement, en fait. Donc, ce n'est pas évident pour eux d'avoir un feedback là-dessus. Donc, on va faire une analyse d'image du plateau avant, après repas
pour pouvoir à un moment regarder en fait ce qui reste et automatiquement recalculer l'ingérat et refournir au nutritionniste des statistiques en disant voilà, la personne a consommé tant de son plateau. Donc, ce n'est pas forcément la qualité du menu en cause, c'est plutôt le fait que la personne ne se nourrit pas beaucoup. Pourquoi elle ne se nourrit pas beaucoup? On sait que dans certains types d'opérations, par rapport au goût, il faut plutôt mettre tel type d'ingrédients et autres. Donc, ça va permettre aussi de capitaliser sur ces informations-là pour améliorer ce qu'on va proposer aux patients en termes de menus et de solutions pour améliorer sa santé. Il y a un lien fort entre la nutrition et la santé, bien sûr. Donc, avec, vous voyez, beaucoup d'indicateurs, beaucoup d'outils en fait, de mise en valeur des données derrière pour les nutritionnistes pour pouvoir piloter leur action et leur prescription auprès des patients. C'est vraiment important. Alors, la data, très rapidement, pour finaliser, parce qu'on a parlé de data, on parle aussi, vous entendez souvent parler de big data, c'est la capacité à gérer vraiment des grosses volumétries de données. Donc là, parfois, on va avoir des données un peu moins qualifiées, mais on va vraiment s'intéresser, en fait, essayer de capitaliser sur ces gros volumes de données pour corréler les données internes et externes, comment à partir si je trouve des corrélations entre mes données, des données externes ou des données externes entre elles, je vais peut-être pouvoir, en fonction de l'évolution d'un facteur, pouvoir anticiper l'évolution du deuxième facteur. Donc, c'est vraiment des potentiels importants. Alors, juste pour valoriser, je pourrais remettre le lien s'il y avait une étude qui avait été faite très, très intéressante dans le tourisme, par exemple. Vous avez des lieux type, je ne sais pas, Notre-Dame à Paris, il n'y a pas d'entrée, donc vous ne savez pas les visiteurs qui visitent. Mais en fait, si en utilisant par exemple les données des réseaux sociaux, vous savez exactement le nombre parce qu'ils prennent des photos quand ils visitent. Donc vous avez, ils sont géolocalisés. En fait, derrière une photo, il y a une géolocalisation, il y a une position GPS, il y a une date, une heure. Donc, on va derrière dans les réseaux sociaux pouvoir avoir des informations sur le profil de la personne. Donc, en fait, en exploitant, par exemple, un volume d'informations qui est énorme au niveau des réseaux sociaux, avoir des données sur le tourisme, les typologies d'utilisateurs, de visiteurs sur tel lieu, qu'est-ce qu'ils regardent quand ils sont sur un lieu, qu'est-ce qu'ils photographient quand ils sont sur un lieu. On va pouvoir avoir construire en fait en fonction de la nature et des profils utilisateurs, savoir quel parcours ils vont faire. On peut même s'intéresser à créer de nouveaux parcours. Et donc, c'est des données qui peuvent être exploitées et valorisées par des gens dans le tourisme, par exemple. Et ça, on va en fait récupérer des données en grosse volumétrie. C'est cette volumétrie de données qui va en fait permettre de tirer une grosse valeur en fait d'information et de pouvoir être exploitée à des fins très très métiers. On peut qualifier la visite jusqu'à qualifier la satisfaction en fait, de l'utilisateur parce que souvent derrière, ils vont mettre des posts, ils vont mettre des commentaires. Donc, on peut même savoir s'ils sont contents de leur visite ou pas contents de leur visite. Donc, vous voyez, ça, c'est l'exemple. Par contre, on va traiter des gros volumes de données. Il faut capter des pour que ça soit pertinent, on va capter des gros volumes de données et on va pouvoir les exploiter. Un autre exemple sur cette partie-là, un peu dans la même logique, on travaille avec des labos d'université sur un observatoire temps réel des tendances sur les signaux faibles, sur les discours alimentaires, c'est-à-dire qu'on va capter des données, notamment par exemple de Twitter, sur les discours alimentaires. On va avoir une lecture métier en fait, de ces données, parce qu'il y a un terme dans un secteur d'activité donné va avoir plutôt tel sens et dans l'autre secteur d'activité va avoir plutôt tel sens. Donc, on va développer en fait un modèle de connaissance métier de ces informations pour essayer de capter en fait l'analyse de tendance, comment va se former une communauté, quels sont les influenceurs, et puis d'essayer d'étiqueter ce qu'on appelle les signaux faibles. C'est un signal en fait qui prend de l'ampleur petit à petit sur les réseaux sociaux et qui peut devenir une tendance et qui peut générer une crise demain. Donc, on va analyser un gros volume de données. C'est ce volume de données aussi. On va tirer parti de ce volume de données pour considérer qu'à un certain volume, on peut avoir une tendance pertinente. Donc, voilà très, très rapidement. Vous retrouverez les exemples sur les slides qu'on pourra diffuser. Alors, j'espère, il y avait beaucoup de choses abordées. J'espère, j'ai été peut-être un peu vite. J'espère avoir pas parlé trop vite. C'est un peu un de mes défauts. Je ne sais pas si vous avez des questions. On a déjà peut-être largement débordé. Oui, je vois qu'il est déjà 12h10. Est-ce que certains ont des questions? Je crois que dans le chat, je n'en ai pas vu.
J'en ai une personnellement. On n'a pas parlé d'IA ce matin. Or, on a tendance à beaucoup en parler. Et ma question, c'est à quel stade ça intervient? Est-ce que vous en développez déjà ou est-ce que les outils tels que vous avez présentés ce matin sont suffisants? Ben, quand on parlait par exemple de Food Intech, il y a un moteur, il y a un réseau de neurones derrière. L'analyse d'image en fait se fait avec une intelligence artificielle. Donc en fait, on va exploiter dans certains concepts, on va pouvoir en effet exploiter l'intelligence artificielle pour arriver en fait à automatiser certaines analyses. Très bien. Bah, a priori, il n'y a pas d'autres questions de toute manière. Merci à vous et puis n'hésitez pas, c'est vrai que ça faisait beaucoup de sujets, enfin le sujet est très vaste. Donc comme l'a dit Pierre-Yves, n'hésitez pas à nous consulter. Enfin, Très bien. merci Eh bien. ben, merci beaucoup hein, pour la présentation, c'était super. Merci à vous. Bonne fin de journée à tout le monde. Merci.